À première vue, Sonia Mabrouk semble être de ces figures inaccessibles que rien ne perturbe. Une voix posée, un regard perçant, une présence affirmée sur les plateaux télévisés. Depuis des années, elle interroge les plus puissants, débat avec intensité, écrit avec précision. Elle incarne une forme d'élégance intellectuelle rare, presque glaciale. Et pourtant, derrière ce visage public maîtrisé au millimètre, il y a une femme qui, jusqu'ici, a soigneusement protégé sa vie privée. Aucun scandale, aucune rumeur solide, juste quelques murmures, parfois, que l'on efface vite. À 47 ans, alors qu'on la croyait vouée à une vie d'intellectuel solitaire, Sonia Mabrouk a surpris tout le monde. Lors d'une intervention publique, discrète mais assumée, elle a enfin dévoilé ce que beaucoup attendaient, sans oser l'espérer, l'identité de l'amour de sa vie. Ce n'est pas un acteur, ni un homme politique, ni même une figure médiatique. Ce nom, inconnu du grand public, a suffi à créer le silence. Un silence chargé d'émotions. Car plus qu'un simple aveu, c'était une délivrance. Une vérité restée cachée pendant des années. Et derrière cette révélation, il y avait une histoire longue, douce, parfois douloureuse, qui a traversé le temps sans jamais être racontée. Jusqu'à aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons revenir sur les moments clés de cette trajectoire intime, les choix, les silences, les signaux oubliés. Nous allons vous emmener dans les coulisses d'un destin amoureux hors du commun. Et peut-être, au passage, découvrir un autre visage de Sonia Mabrouk, celui qu'elle n'a montré qu'à une seule personne, l'unique, l'amour d'une vie. Le jour où Sonia a décidé de parler, Paris était couvert d'un ciel blanc, sans nuances. Le genre de jour qui n'annonce ni pluie ni soleil, seulement une sorte de suspension. Elle avait dormi peu, à peine. Mais ce matin-là, elle avait enfilé un pull beige, noué ses cheveux avec soin, et choisi de ne pas se maquiller, plus que d'habitude. Elle ne voulait pas paraître différente. Juste vraie, devant elle, une tasse de café tiède et un carnet qu'elle avait gardé fermé pendant presque 10 ans. À l'intérieur, un prénom répété plusieurs fois, comme pour ne pas l'oublier, comme pour se convaincre qu'un jour, elle oserait le prononcer à voix haute. Cela faisait longtemps qu'on lui posait la question, sans vraiment la poser. Dans les couloirs des rédactions, sur les plateaux télé, même entre deux lignes d'une interview. Toujours ce petit sourire en coin, « Et vous, Sonia, l'amour, vous en parlez un jour ?» Elle souriait. Elle répondait par une pirouette, et le sujet s'éloignait, toujours. Mais ce jour-là, elle avait décidé d'arrêter de fuir. Il y avait eu d'autres hommes, bien sûr, des compagnons, des passants, parfois des éclats. Elle avait aimé intensément, parfois à s'en étourdir. Et elle avait aussi souffert. Ce que l'on sait d'elle est souvent lisse, construit. Mais ceux qui la connaissent, vraiment, savent qu'elle a connu les grands silences de l'amour. Ceux qui font trembler, ceux qu'on n'explique pas. Pendant des années, elle avait choisi le contrôle, la réussite, l'exigence. Elle voulait être respectée, pas vue. Comprendre le monde, avant de s'y exposer. L'amour était resté à la marge. Elle en parlait comme d'un luxe secondaire, presque comme une distraction. Pourtant, au fond d'elle, elle rêvait d'une tendresse désarmée, d'un regard qui ne lui demanderait rien d'autre que d'être simplement Sonia. Elle l'a rencontré un soir banal, sans grand décor. Pas dans un gala, ni à l'antenne, juste dans une librairie du 6e arrondissement, un jeudi, en fin d'après-midi. Il lisait un livre d'Hannah Arendt, elle aussi. Ils se sont souris, presque gênés. Et il a osé un mot. Il paraît que ce n'est pas un livre qu'on choisit, mais un livre qui vous choisit. Elle a ri, d'un rire vrai, presque surpris d'être là. Et c'est ainsi que tout a commencé. Il s'appelait Julien. Rien de flamboyant dans sa vie, ni de spectaculaire. Il était professeur de philosophie. Discret, doux, d'une intelligence fine. Il ne regardait pas Sonia comme une journaliste, ni comme une figure médiatique. Il la regardait comme une femme. Et elle n'avait jamais connu ça. Ils ont vécu leur histoire à l'abri, par choix, par pudeur, par nécessité aussi. Dans les rues, elle tenait parfois son bras, mais jamais trop longtemps. Elle effaçait toute trace numérique. Ils s'écrivaient des lettres, comme on le faisait autrefois. Des lettres cachées dans des livres, lues dans le silence. Il était son ancrage, celui qui ne jugeait pas, celui qui savait l'attendre quand elle rentrait tard, celui qui lui offrait des silences pleins, quand le monde autour ne savait faire que du bruit. Mais Julien ne voulait pas de lumière. Et elle respectait cela. Ils ont vécu 8 ans ainsi, ensemble mais à distance du monde. Le jour où Julien est tombé malade, elle n'a rien dit à personne. Elle a simplement annulé un débat, puis un autre, et elle s'est
installée auprès de lui. Il ne voulait pas de drame. Il souriait encore, même dans la douleur. Il disait « L'important, c'est que tu sois là. » Et elle était là, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle. Julien est parti, dans la nuit du 17 mars. Il avait glissé un mot sous son oreiller, une phrase simple. « Merci d'avoir été mon monde. N'aie plus peur. Dis-le un jour. Pour moi. » 3 ans ont passé, 3 années de silence. 3 années où Sonia a vécu avec ce nom au bord des lèvres. Mais ce matin-là, à 47 ans, dans un studio discret, face à une journaliste amie, elle a dit les mots. Elle a dit « L'amour de ma vie s'appelait Julien. Il m'a appris à ne pas avoir peur d'être aimé. » Et elle a pleuré. Pour la première fois devant une caméra. Depuis cet aveu, Sonia semble différente. Non pas changée, mais comme libérée. Elle n'a plus peur du regard des autres. Elle parle de Julien avec douceur, parfois dans ses chroniques, souvent dans ses silences. Elle ne cherche pas à provoquer, ni à se justifier. Elle dit seulement qu'à un moment de sa vie, un homme a su voir en elle ce qu'elle-même avait oublié d'être, une femme libre d'aimer. Le silence, chez elle, n'a jamais été une absence. Il était un refuge, un territoire. Dans cet appartement baigné d'ombre douce, chaque chose avait sa place. Les livres classés par auteur et non par titre, une vieille lampe d'architecte qui ne fonctionnait plus qu'à moitié, et ce fauteuil en cuir qu'elle n'avait jamais voulu changer, même s'il grinçait à chaque respiration. Depuis que Julien n'était plus là, tout était à la fois figé et vivant. Il n'avait pas laissé de grand vide. Il avait laissé un murmure constant, une chaleur discrète. Sonia vivait avec cette présence tranquille. Elle ne cherchait pas à combler son absence, elle la portait. La naissance de sa fille, Soraya, avait réveillé en elle une mémoire qu'elle pensait effacée. Ce n'était pas la maternité qui l'avait bouleversée, c'était cette sensation étrange d'être deux, encore. Il y avait elle, et il y avait en elle les mots qu'il n'avait pas eu le temps de dire. Chaque regard posé sur le visage de Soraya faisait résonner quelque chose de connu, d'intime, comme si la vie avait trouvé le moyen de revenir, malgré tout. Un soir de décembre, bien après minuit, elle s'est levée sans savoir pourquoi. Soraya dormait paisiblement, le monde aussi. Dans la cuisine, elle a préparé un thé brûlant et s'est assise à son bureau. Elle a sorti un cahier à la couverture noire et elle a écrit « Julien, tu m'as demandé de dire ton nom. Je l'ai fait, mais ce que je n'ai pas dit, c'est tout le reste, tout ce que tu étais, tout ce que tu m'as laissé. Je continue de parler fort à la télé. Je pose mes questions comme on enfonce des portes fermées. Mais en rentrant, c'est ton silence que je cherche, ton regard doux, ta voix qui ne disait jamais plus que nécessaire. Notre fille, car je n'arrive pas à la voir autrement, porte ton calme. Elle a ta façon de respirer, je crois. Et parfois, elle sourit comme toi. Elle ne sait rien encore, mais je crois qu'elle te reconnaît déjà. Je ne sais pas comment on vit sans l'amour de sa vie. Peut-être qu'on ne vit pas vraiment. Peut-être qu'on se réinvente. Je ne suis pas entière, mais je suis debout, et elle est là. Alors, quelque part, tu es encore là aussi. Sonia. Elle s'était réfugiée dans cette petite maison en Bretagne, celle qu'ils avaient visitée par hasard un été et qu'ils n'avaient jamais achetée. 1 an après sa mort, elle l'avait cherchée sur Internet. Elle était toujours là, à vendre, vide, comme si elle l'attendait. Le vent y était rude, les vitres tremblaient, parfois la nuit, mais elle y trouvait la paix. Là-bas, pas de caméra, pas de rendez-vous, pas de micro, juste elle, sa fille, et les pas lents sur le plancher de bois. Elle apprenait à vivre autrement, à aimer sans le dire, à être sans devoir se montrer. Elle écrivait des fragments, des pensées, des souvenirs. Elle ne voulait pas en faire un livre, elle voulait juste garder la trace de ce qu'ils avaient été. Un jour, Soraya lui demanda « Maman, c'est qui le monsieur dans le cadre ?» Sonia sourit. Elle répondit sans détour « C'est un poème que j'ai aimé longtemps, tellement longtemps que je l'ai gardé avec moi. » Elle ne l'attendait pas, elle ne l'avait pas cherché. Il est apparu comme on ouvre une fenêtre qu'on pensait condamnée. Il s'appelait Marc. Il avait des mains de sculpteur, une voix fatiguée par la vie, et un regard d'homme qui a trop perdu pour mentir. Il ne voulait pas remplacer, il ne demandait pas d'effacer, il voulait juste être là. Au début, elle avait peur. Peur d'oublier Julien, peur de trahir ce qu'ils avaient en tu. Mais Marc l'aimait avec patience, il ne demandait rien. Et un soir, sans qu'elle s'y attende, elle lui a tenu la main. Longtemps, ce n'était pas pareil, ce n'était pas mieux, ce n'était pas moins. C'était autre chose, c'était maintenant. Un matin, elle riait avec Soraya, en faisant tomber un bol de lait. C'était idiot. Le lait avait coulé partout. Elles avaient glissé.
Soraya criait, et elle riait, de ce rire qu'elle ne s'était pas autorisée depuis longtemps. Ce rire-là, c'était une victoire, une preuve silencieuse que la vie continue, qu'elle invente, qu'elle guérit parfois sans prévenir. Il y avait dans la maison de Tunis, où Sonia avait grandi, une lumière particulière. Pas une lumière de carte postale, non. Une lumière intérieure, chaude, lente, discrète. Une lumière faite d'ombres épaisses, de rideaux en lin blanc, de livres trop lourds et de voix graves. Là-bas, tout était empreint de calme. Mais ce calme avait une densité, une mémoire. Elle avait appris très jeune à se taire pendant les repas. Non pas qu'on lui interdisait de parler, mais les mots avaient un poids, un sens. Chaque phrase échappée d'un adulte semblait posée comme une pièce sur un échiquier invisible. Il y avait toujours quelque chose derrière, toujours un silence qui suivait. Son grand-père, Monji, était cet homme que tout le monde respectait en murmurant son prénom. Il ne levait jamais la voix, mais quand il entrait dans une pièce, même les murs semblaient se redresser. Il n'avait pas besoin d'imposer sa présence. Il était la présence. Il portait la mémoire d'une époque que Sonia n'avait pas connue. Celle où la Tunisie se réveillait, à peine, entre les mains de l'histoire. C'est lui qui lui avait appris à observer, à regarder sans interrompre, à écouter sans parler trop vite. Il disait « Ceux qui parlent vite oublient d'entendre ce que les autres taisent ». Et Sonia, petite fille déjà sérieuse, notait cela dans un vieux carnet à spirale. Sa mère, elle, ne parlait jamais de politique, ni de pouvoir, ni même d'actualité. Elle parlait d'odeurs, de plantes, de tissus, de senteurs, de petits gestes presque invisibles. Elle cousait comme on médite. Elle préparait le thé comme un rituel. C'est elle qui a transmis à Sonia ce goût des détails, ce respect pour ce qui ne fait pas de bruit. Quand Sonia l'a perdu, des années plus tard, elle a dit cette phrase étrange à une amie. C'est comme si le silence de mon enfance avait disparu avec elle. Elle ne l'a pas pleuré en public. Elle l'a pleuré dans les plis d'un foulard qu'elle n'a plus jamais porté. Il y avait aussi Eddie, son oncle, le frère de son père. Un homme que peu de gens connaissaient vraiment, même s'il avait été l'un des diplomates les plus influents du pays. Chez lui, chaque photo était encadrée. Chaque meuble avait été ciré avec une précision presque militaire. Il lui avait appris à tenir une conversation, à poser une question sans l'imposer, à écouter une réponse sans juger. Il disait souvent « Le pouvoir ne réside pas dans la parole, il est dans l'attente ». Plus tard, lorsqu'elle est devenue journaliste, elle a souvent repensé à cette phrase. Il avait raison, on lui a souvent demandé si elle avait des frères. En réalité, elle en avait deux. L'un par le sang, qu'elle aimait profondément, mais dont elle parlait peu. L'autre, par l'esprit, était un cousin plus âgé qui l'avait initié à la littérature française, en lui prêtant des livres sans couverture. C'est avec lui qu'elle avait lu Camus pour la première fois, dans un jardin d'orangers. Il lui avait dit « Tu comprendras plus tard. Pour l'instant, ressens ». Et c'est ce qu'elle avait fait. Sonia ne s'est jamais sentie obligée de faire honneur à sa famille. Elle n'a pas voulu être digne. Elle a simplement voulu ne pas trahir ce qui lui avait été transmis. La lucidité, l'élégance, la discipline du cœur, ce respect profond des autres, même quand on ne les comprend pas. C'est dans ce silence, ce cadre invisible, qu'elle a grandi. Non pas dans la contrainte, mais dans une exigence invisible. Elle dit parfois que sa famille lui a légué une forme d'élévation, non pas sociale, mais intérieure, une façon de se tenir, une manière de ne pas céder à la vulgarité, à l'immédiateté, au bruit du monde. Dans une vieille armoire fermée à clé, au fond d'une chambre que le soleil touchait à peine, Sonia avait retrouvé un jour un petit cahier bleu, le genre de carnet qu'on achète dans les souks, cousu main, relié de cuir doux. À l'intérieur, l'écriture penchée de sa grand-mère maternelle, des pensées, des recettes, mais aussi des poèmes. Elle n'avait jamais su que cette femme discrète, qui parlait peu et ne quittait jamais la cuisine plus d'1 heure, écrivait en secret. Dans le silence de ces après-midi, entre 2 rituels de jasmin séché et de semoule versée avec précision. Dans une page, elle avait noté « Nous ne sommes pas des femmes invisibles, nous sommes les pierres de la maison. Sans nous, les murs effondrent, mais personne ne regarde d'où venait la solidité. » Sonia avait relu cette phrase plusieurs fois. Elle l'avait notée dans son téléphone. Elle ne l'a jamais oubliée. Sonia n'était pas une enfant comme les autres. Ce n'est pas qu'elle s'en sentait différente. Mais dans ses gestes, il y avait une sorte de lenteur choisie. Tandis que les autres couraient, elle observait. Tandis que les autres parlaient, elle écoutait. Son père la surnommait parfois la juge, mi-amusée, mi-admiratif. Elle regardait les adultes avec une lucidité qui troublait, comme si, déjà, elle comprenait la fatigue de leur vie, comme si elle sentait que tout ce qu'on ne disait pas pesait plus lourd que les mots.
les disputes de ses oncles, les silences de son grand-père, les yeux humides de sa mère pendant certaines prières. Tout cela, elle le retenait. Rien ne lui échappait. Il s'appelait Mehdi. Il avait 6 ans de plus. Il lisait des romans russes et marchait pieds nus dans le jardin. Quand Sonia était adolescente, elle ne se sentait bien qu'avec lui. Il ne lui posait pas de questions idiotes. Il ne jugeait pas ses silences. Il disait « Parle quand tu veux. Écris si tu préfères ». C'est lui qui l'avait encouragée à tenir un journal. C'est à lui qu'elle avait lu, un jour tremblante, un texte sur la guerre et les femmes, écrit à 15 ans, dans une colère qu'elle n'avait pas su nommer. Mehdi était parti étudier à Istanbul, puis elle ne l'avait presque plus revu. Mais il restait là, comme un repère, comme un coin de ciel dans une chambre sans fenêtre. Il y avait aussi cette tante, du côté de son père, que personne n'aimait vraiment. Trop directe, trop moderne, trop libre. Elle fumait en cachette et lisait Simone de Beauvoir dans le jardin familial, comme une provocation. C'est elle qui avait offert à Sonia un livre sans lui dire un mot. Un exemplaire jauni de « Une chambre à soi » de Virginia Woolf. Sonia n'avait rien dit, mais elle l'avait lu en cachette, et ce livre avait changé sa manière de penser. Plus tard, quand elle était interrogée sur ses modèles féminins, elle citait des noms connus, politiques, littéraires, mais au fond d'elle, c'était cette femme, libre, insupportable, passionnée, qui l'avait éveillée. Quand elle a quitté définitivement la maison de Tunis, un jour d'été, elle ne s'est pas retournée. Elle avait 18 ans, une valise, et la gorge serrée. Dans l'avion pour Paris, elle n'a pas dormi. Elle regardait les nuages comme on regarde un pays qui s'éloigne de soi. Elle ne savait pas encore que cette maison, cette terre, ces gens, même les absents, elle les porterait toujours en elle. Elle savait juste qu'il fallait partir, que c'était le moment. Quand sa fille Soraya est née, elle a senti quelque chose d'étrange. Une chaîne invisible venait de se nouer. Elle n'était plus seulement la fille de quelqu'un. Elle devenait la mère, le pilier, l'origine. Et dans cette responsabilité immense, il y avait quelque chose de doux. Elle ne cherchait pas à tout transmettre, mais elle voulait que sa fille connaisse ses racines, ses silences, ses vérités. Elle lui chantait des berceuses apprises de sa propre mère. Elle posait sur sa joue des mots arabes que peu comprenaient autour d'elle. Elle disait doucement, comme un poème secret, « Toi aussi, un jour, tu porteras des histoires. Choisis celle que tu veux garder. » Il y a des femmes qui exposent leur luxe comme un parfum, et il y a celles qu'ils portent dans les plis de leur silence. Sonia Mabrouk appartenait sans doute à la seconde catégorie. Tout chez elle semblait retenu. Le port de tête, la voix, les gestes, même ses possessions les plus concrètes, appartements, bijoux, objets, avaient cette forme d'élégance qui ne cherche pas à séduire. Elle n'avait rien à prouver, elle possédait peu, mais elle possédait avec sens. Son appartement parisien n'était pas dans un quartier tape à l'œil. Il n'avait ni piscine privée, ni terrasse panoramique. Il était niché dans une rue discrète du 6e arrondissement, derrière une porte en bois lourd qu'on devinait ancienne. Dedans, tout semblait choisi avec une extrême rigueur. Un fauteuil art déco que lui avait offert son oncle. Une bibliothèque basse, remplie non pas de livres récents, mais de vieux volumes annotés. Quelques tableaux, tous d'artistes arabes méconnus, qu'elle collectionnait presque en secret. Ce lieu n'était pas un décor, c'était un reflet. Un miroir intérieur, dans un angle de son appartement, il y avait un bureau. Pas un espace de travail, un hôtel, presque. Le bois était rugueux, marqué, vieilli. Les tiroirs ne fermaient plus. Mais c'était là qu'elle écrivait, qu'elle pensait, qu'elle relisait. Dans le tiroir du milieu, une vieille enveloppe abîmée contenait quelques lettres manuscrites de sa grand-mère. Dans un autre, une photo en noir et blanc d'elle, enfant, assise sur les genoux de son grand-père, Monji, ministre oublié, et pourtant immense dans ses souvenirs. Ce bureau n'avait aucune valeur marchande, mais il valait plus que tous les lingots du monde. Il était le coffre-fort de sa mémoire. Elle n'était pas du genre à multiplier les objets, mais ceux qu'elle gardait avaient une voix. Un peigne en nacre hérité de sa mère, une bague turquoise, ancienne, qu'elle portait à certains dîners, et dont elle disait parfois elle appartenait à une femme qui n'avait pas le droit de parler. Alors, je parle pour elle. Un vieux châle noir tissé à la main, qu'elle sortait les jours de pluie. Et puis, dans une petite boîte, un sachet de sable, ramassé à Djerba, un été de ses 20 ans. Il n'y avait pas d'étiquette, mais elle se souvenait précisément de l'odeur du vent ce jour-là. On lui demandait souvent comment elle s'était imposée dans un monde d'hommes, de conflits, de paroles fortes. Elle ne répondait jamais vraiment, mais ceux qui l'observaient attentivement comprenaient. Sa plus grande richesse n'était pas visible. Elle résidait dans cette capacité rare à contenir sans étouffer, à écouter sans fuir, à regarder sans juger.
une forme d'or intérieur que rien ni personne ne pouvait acheter. Elle avait une sorte de calme qu'on ne fabrique pas, un calme qu'on hérite ou qu'on paie au prix de longues années de lucidité. Sonia n'avait jamais aimé le mot « fortune ». Il lui rappelait trop les successions, les héritages vides, les vers vendus, comme des meubles anciens. Elle préférait parler de lignes pures, comme celles qu'on trace dans un carnet à l'encre noire. C'est ainsi qu'elle vivait, en ligne droite, mais jamais rigide, une ligne souple et ferme. Son dressing reflétait cela. Peu de pièces, mais toutes exactes, des tissus nobles, des coupes nettes, rien de criard, du blanc, du sable, du noir. Comme une calligraphie silencieuse, elle ne possédait peut-être pas de villa à Marrakech, ni de château en Provence, mais elle possédait ce que beaucoup de puissants enviaient en silence, la constance, la cohérence, une trajectoire, une solidité, et cela, personne ne pouvait le lui voler. Il y avait chez elle cette façon de marcher, comme si le sol lui appartenait, sans qu'elle ne l'ait jamais acheté, une manière d'habiter les lieux sans demander la permission. Elle ne parlait jamais de ses biens, parce que ses vraies richesses ne se comptaient pas. Elle se pressentait, dans son appartement, il existait des pièces dont elle ne parlait jamais. Une petite salle, sans fenêtre, qu'elle appelait la blanche. Tout y était blanc, en lin, en plâtre, en papier japonais.